Merci d'avoir choisi la Donko FM, c'est l'heure de la grande édition. Mesdames et messieurs, voici quelques grands titres de cette édition. 17 mars 1980, 17 mars 2025, cela fait aujourd'hui, jour pour jour, 45 jours que le leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral a été assassiné. La rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale est en cours. La question de négocier avec ou pas Iyad Agali et Amadou Kounfa a refait surface. Pour protester contre l'arrestation de leurs camarades, le syndicat national des banques et établissements financiers SYNADEP est en grève. Le quota du Mali s'élève à 13 323 pèlerins, dont 2 000 pour la filière gouvernementale et 11 323 pour les filières privées. Le président de la Guinée-Bissau a fait de grandes révélations sur le coup de force perpétré contre le président Bandao et sur ses relations entre les jeunes officiers au pouvoir au Mali. Mesdames et messieurs, ainsi cités les grands titres de cette édition du journal. Comme l'annoncé dans le titre, nous sommes aujourd'hui lundi 17 mars et c'est un 17 mars 1980 que le leader estudiantin Abdul Karim a été assassiné. Donc cela fait 45 ans que ce grand combattant des droits des élèves étudiants a été froidement assassiné. Soulignons que Abdul Karim Cabral dit Cabral est né le 2 juillet 1955. Il est élu le 18 février 1980 président de l'Union des élèves et étudiantins du Mali, UEM. Cabral est arrêté le 16 mars 1980. Il est torturé au camp para de Djikoroni et est assassiné le lendemain 17 mars 1980. Le temps passe, mais les souvenirs restent. Négocier avec Iyad et Amadou Kounfa, c'est presque une des recommandations qui ressort dans presque toutes les assises. Hier, lors de la rencontre entre la commission de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, la question est revenue. Une participante a demandé à savoir si Amadou Kounfa avait été approché par la commission. Sur cette question, le président de la commission a été un peu plus clair. Écoutons la réponse de Ousmane Issoufi Maïga. Chercher à rencontrer la situation malienne. On nous reproche que le dialogue s'est fait entre nous, mais pas contre ceux qui ont pris des armes ou pas avec ceux qui ont pris des armes. Si nous avons demandé à ceux que même ceux qui ont pris des armes puissent participer dans leur commune, dans leur campement, dans leur village au dialogue, qui viennent dire qu'ils déposent les armes pour discuter avec leurs compatriotes, qui disent pourquoi ils ont pris des armes. Est-ce qu'ils ont raison de tirer sur leurs frères? Mais d'autres vont les répondre. Est-ce qu'ils ont des raisons? Mais chaque fois, c'est la même question qui revient. Est-ce que... Mais où se trouve Amadou Kounfa? En tout cas, dans sa région, il y a eu des concertations. Il y a eu des propositions. Où se trouve Iyad? En tout cas, dans son cercle, dans sa commune, il y a eu des concertations. Et il y a des parents qui auraient pu intervenir pour dire nous pouvons amener Amadou Kounfa à ces conditions. Et les nous pouvons amener Iyad à ces conditions. Mieux, on a envoyé sur le site, on dit que les gens peuvent s'exprimer même par le net. Qu'ils nous envoient leur explication. Mais on ne peut pas ratisser plus large que ça. On a dit que c'est ouvert. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à nous dire tout ce qu'ils pensent. Mais leur vérité sera confrontée à la vérité des autres, puisqu'ils sont malheureux. Donc il faut qu'on change de ça. Hein? Est-ce que la commission, si on savait là où il s'est trouvé, on allait lui envoyer une convocation. Mais je vous remets la convocation aujourd'hui. Vous savez là où elle se trouve. Non, c'est madame. Ah oui, non, je suis en une position stratégique. Je vois tout le monde. Je peux vous remettre une convocation pour lui, hein, pour une invitation. Une invitation. Je
prêt à la rencontrer là, hein, mais qu'il accepte de venir comme vous là, dans la salle, qu'il parle et dit pourquoi il est pris des gens, et que vous lui répondiez. Il est malien comme tous les autres, pour quelque chose. Qu'il vienne dire sa vérité devant les Maliens. Et qu'il accepte que les Maliens, certains ne soient pas d'accord avec eux. Et dans le dialogue en plus, mais il faut que vous là, vous passiez le bon message. Puisque vous avez accepté de laisser tout pendant ce mois de carême, de venir ici. Et nous avons tous les aussi pour vous écouter religieusement. Donc il faut qu'on mette un peu d'ordre dans ça. Est-ce que la commission n'a pas rencontré un peu fort parce qu'on ne sait pas là où il est, et on ne sait pas où il faut déposer son invitation. Mais sa commune, son village, sa région ont été consultés. Et ils ont donné leur part de participation. Le syndicat national des banques et établissements financiers SYNADEF a observé lundi 10 mars 2025 un arrêt de travail de 2 heures pour dénoncer l'arrestation arbitraire de 2 banquiers. La grève s'est poursuivie jusqu'au 12 mars. C'est après cela que le SYNADEF a officiellement déposé un préavis de grève annonçant une mobilisation de grande ampleur à partir du 8 avril 2025. Cette grève qui devrait durer 120 heures est reconduible à 120 heures supplémentaires si les revendications ne sont pas satisfaisantes. Écoutons les propos de Amadoun Ba au micro de nos confrères du studio Tamani. Ils ne sont pas censés connaître le client. L'argent, les garanties n'ont pas transité à Ecobank. Ecobank ne connaît pas le client de EDM. Ecobank ne connaît pas la nature du marché. Ecobank n'a fait que transférer un message qui, dans le message, c'est écrit que les garanties ont été transférées par DHL à EDM pour corroborer ce transfert par ce message SWIFT qu'on envoie à EDM pour dire à EDM vos garanties arrivent par DHL et voilà le message SWIFT qui nous a transité. Nous sommes formels, nos DG sont formels, le DG de Ecobank est formel, le groupe est formel. Le PCA du groupe est formel. Le jeudi, tous les travailleurs sont conviés en assemblée générale extraordinaire le jeudi à 14h pour qu'ensemble nous prenions tous nos sujets à main. Plusieurs centaines de migrants maliens ont été expulsés de Mauritanie et abandonnés à la frontière à Gogui. Le président de l'association malienne des expulsés AM dénonce la situation et interpelle l'autorité malienne. Écoutons la réaction d'Ousmane Diarra au micro de nos confrères d'ici au Tamani. Ouest-africains, en particulier les migrants maliens en Mauritanie, sont dans des conditions extrêmement très difficiles. Le nombre estimatif c'est 300 Maliens. Mais le nombre global des migrants arrivés à Gogui, on a entendu qu'environ 500 migrants. J'ai appris qu'il y a des Ivoiriens, des Sierra-Léonais et des Guinéens. Les causes principales de cette expulsion, c'est un partenariat de la Mauritanie et l'Union européenne pour pouvoir freiner cette migration irrégulière vers la Mauritanie. Le gouvernement a envoyé depuis hier 3 cartes. Il y a une qui est venue à Bamako et les 2 autres pour arriver à Nioro du Sahel. D'après les 2 autorités maliennes et mauritaniens, il doit y avoir des négociations pour que les Maliens puissent obtenir les 4 séjours. Le quota du Mali s'élève à 13 323 pèlerins, dont 2 000 pour la filière gouvernementale et 11 323 pour la filière privée. Ce quota sera distribué via une plateforme digitale, ce qui s'explique Dr Abdul Fattah Sissé, directeur général de la Maison du Hajj, au micro de nos confrères du studio Tamani. Auparavant, le quota est distribué entre les agences de voyage et du coup, les agences se sont multipliées jusqu'à ce que vraiment on s'est retrouvé avec 500 agences l'année passée 2024 et c'était même prévu 600 agences cette année et ça nous a permis vraiment au lieu de se retrouver avec 600 agences, on s'est retrouvé avec environ 200 agences pour la première phase. Et les agences, ils ont la possibilité de mettre leurs pèlerins directement sur la plateforme. Le nombre de pèlerins que tu arrives à trouver sur la plateforme, c'est ça ton quota. Donc, du coup, toutes les agences qui n'ont pas de pèlerins, là, ils vont disparaître. Cela veut dire qu'il y a un très grand nombre qui ont les quotas auparavant, qui n'organisent pas le Hajj. Et du coup, ça nous permet de connaître le nombre de pèlerins maliens inscrits. Et ça nous permet aussi encore de connaître aussi même les tranches d'âge.
Un mot sur le jeûne du Ramadan pour la deuxième décade du Ramadan. Le jeûneur est appelé à redoubler d'efforts pour bénéficier du pardon du Créateur. C'est ce que et l'imam de la mosquée de Sarambougou, Alassane Modibo Ba, au micro de nos confrères de Sidio Tamani. Le début de ce mois, au cours desquels les fidèles s'engagent souvent avec une ferveur sans pareil. Donc les 10 premiers jours sont très très importants. Nous nous projetons sur la deuxième décade qui n'est pas négligeable aussi, qui est une décade qualifiée par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon d'Allah est différent des pardons des serviteurs entre eux-mêmes. Donc, faisons tout pour décrocher le pardon du Seigneur. Nous exhortons l'ensemble de la communauté musulmane à s'accrocher davantage et à prendre plus de courage et à s'adonner à la pratique du jeûne et également de surveiller leur jeûne du mois du Ramadan comme du lait sur le feu afin de pouvoir augmenter la récompense qu'on récolte à la fin de ces jeûnes-là. À partir du 1er avril, les poids lourds hors normes et hors gabarit seront interdits de circulation au Mali. Cette décision a été annoncée dans un communiqué conjoint des ministères des Transports et des Finances, publié ce week-end. Cette interdiction de circulation, selon le document, a fait suite à une réunion tenue le 8 janvier dernier. Cette concertation, organisée par le ministère des Transports, a rassemblé les services techniques, les transporteurs, les chargeurs, les transitaires et les commerçants. Les participants de la rencontre ont révélé que la circulation de ces véhicules hors normes et hors gabarit entraîne la dégradation précoce des routes. Un mot sur la santé. Le Mali veut totalement éradiquer le paludisme d'ici 2030. Pour ce faire, 2 milliards de francs CFA a été investis pour acquérir un premier lot de vaccins composé de 927 000 doses. Ils seront administrés à 600 000 enfants de 0 à 36 mois. Ensuite suivra celui des adultes. Hors de nos frontières, le torchon brille entre le président de la Guinée-Bissau, Oumar Ambalo, et la CEDEAO. Ce dernier, après avoir chassé une mission de l'organisation ouest-africaine, l'a accusé de ne pas être souveraine. Écoutons le président Ambalo. Tous les États qui prennent la décision. Donc, Guinée-Bissau, c'est un pays souverain, mais le CEDEAO n'est pas souverain. Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même, j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. Je l'ai acceptée, mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, la violation justement de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Oui, Monsieur le Président. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, même c'est pas envisageable. Et ce n'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, c'est pas possible. Et puis, c'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident. Donc, tout ce qu'on fait, on le décide en collège. Voilà. La souveraineté, c'est pas un vain mot pour vous? Absolument. Pour moi, on ne se badine pas avec la souveraineté d'un pays. Mais qu'est-ce qui explique donc, Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'État qui décident, mais il y a une commission effectivement de la commission, c'est nous qui les mandate. Oui, mais justement... C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui mandate la commission. Et c'est pas à l'inverse. Non. C'est pas à l'inverse. Alors pour en revenir à la CEDEAO, il y a d'ailleurs ce drapeau dans cette même pièce. Vous l'avez rappelé, la Guinée-Bissau est un membre fondateur de cette institution. Comment évaluez-vous l'évolution
de cette organisation. On a vu en début d'année 3 pays en sortir. C'est dommage. Moi, je pense que on doit revoir beaucoup de choses en arrière. C'est dommage, c'est pénible que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent leur organisation qui les appartient. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, moi, je ne peux pas parler de ces pays, comme je vous dis. Je respecte la souveraineté de chaque pays. Et même au-delà de ces 3 pays, on sent une certaine défiance à travers l'Afrique occidentale envers cette institution. Oui, parce que je pense que les gens, des fois, ils n'ont pas le sens des limites. On doit connaître d'abord notre pouvoir, ça commence où et termine où. Si on a ce sens des limites, comme ça, on ne peut pas faire des... Vous pensez que les prérogatives de la CEDEAO n'ont pas été bien établies, peut-être? C'est une organisation qu'on doit calibrer. Mais on va les calibrer. Nous, les chefs d'État, on va les calibrer. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non, ça c'est inacceptable. Donc il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement, on ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Mais qui les nomme ce que vous considérez comme des activistes? Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça c'est inacceptable. Non, CEDEAO c'est une institution crédible. C'est une institution crédible. Mais c'est dommage qu'on voit il est en train de s'effondrer. On doit le relever. Et avec quels objectifs doit défendre la CEDEAO? Et aujourd'hui, je pense que, bon, c'est très compliqué, la situation que nous tous on traverse, au sein de notre Union, et de notre zone qui coasse. Il y a beaucoup de coups d'État. Et la solidarité d'abord, c'est très important. Parce que si on n'avait pas géré ces situations de Mali, Burkina, et Niger, on n'aurait pas perdu ces 3 pays frères. Mais c'est dommage qu'on a perdu ces 3 frères. Mais je pense que c'est possible encore, les retrouvailles. C'est possible même avec la création d'une autre organisation. Non, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que le bon sens. Oui. Voilà, parce que la population, c'est la même, comme je vous dis. Oui. Et des fois, c'est une question d'incompréhension. Très banal. Justement, le malentendu, je pense que ça a été là. C'est quand il y a eu des menaces d'intervention armée, en Niger en particulier, et ça a braqué les dirigeants des pays concernés. Oui, mais même celle-là, c'est de notre faute. On pouvait utiliser notre stratégie, mais malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas regarder à la rétroviseur. Il faut regarder en avant, pour qu'on puisse sauver la CEDEAO. Mais c'est dommage, toujours qu'on a des gens dans la CEDEAO qui commet. Regarde l'erreur qu'ils voulaient commettre ici. Ils voulaient nous amener dans une crise politique profonde. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas le rôle de la CEDEAO. Faire une feuille de route. Ici, il y a la loi. Il y a la loi. Oui. Ici, le président de la République, nous, par exemple, dans des années l'année des élections, c'est de 23 octobre au 23 au 25, maximum novembre. Même moi, j'avais fait comme une erreur, ce n'est pas 30. Là, on va rappeler les élections au 23 novembre. Parce qu'il y a la Constitution et les lois électorales. Tu ne peux pas sortir de ce cadre. Même si tu prêtes le serment 1er janvier, ça termine ton mandat, mais les élections seront dans cette période. Parce que c'est la loi. C'est dans notre loi et dans la Constitution de la République de Guinée-Bissau. Voilà. Et ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai gagné les élections avec une contestation. Donc, les cours suprêmes qui fait la veste des cours constitutionnels avaient prolongé les ressources, les recours constants. Est-ce qu'il a décalé, en fait? Décalé jusqu'à 4 septembre. C'est là-bas qu'ils sont tranchés. Et à partir de cela, même les partis contraires m'avaient demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit jamais, je n'aurais pas fait ça, je suis déjà là. C'est bon, on commence, on tourne la page. Ils m'avaient demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit, mais ça ne va pas, non, non. Parce qu'il avait perdu, il m'a félicité. Oui. Perdu, félicité. 5 jours après, non, 48 heures après, il s'est dit non, il n'a pas perdu. Il est parti au Cour suprême. C'est normal. C'est dans son droit. Mais donc, voilà, le Cour suprême, c'est le même qui est là. Aujourd'hui, il ne peut pas prendre une mesure où ce n'était pas favorable à lui. Il faut dire qu'ils ne sont pas bien. Non, non. Et le CEDEAO doit suivre la loi de la République de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau. Pas juste la République de Guinée-Bissau. Dans tous les pays membres. Parce que les pays sont souverains. La CEDEAO n'est pas une institution souveraine. Mais c'est vrai que peut-être c'est une cuisine, c'est la cuisine interne, mais avec cet épisode, justement, avec la commission de la CEDEAO, est-ce que, Monsieur le Président, il y a eu un retour de vos homologues de la sous-région? Non. OK. Non, on retour de rien.
Tout le monde se connaît. On se connaît. La page est tournée, on peut dire. Oui, la page est tournée, on suit en avant. Et moi, je m'occupe de mon pays, chacun. Être président en exercice de la CEDEAO, c'est pas dire que tu es président en Guinée-Bissau. Moi, j'étais président en exercice. Mais je n'étais pas président au Sénégal, ni au Nigeria. Mais le Nigeria, il a son président. S'il y a un souci, je prends mon téléphone, j'appelle Macky, j'appelais Tinubu à l'époque, au président Bouhari et les autres. Que je peux appeler pour lui demander, mon frère, qu'est-ce que c'est pas? C'est juste ça. De manière courtoise et respect, et poli. C'est pas pour arriver, ah non, non. Mais attends, nous sommes des collègues plutôt qu'être chef de l'autre. Alors, on comprend, Monsieur le Président, effectivement, vous l'avez dit, la page est tournée. On reste quand même, toujours en ce qui concerne la Guinée-Bissau, la sous-région. Vous êtes au cœur d'une médiation avec Confident. On parle de la Casamance, par exemple. Restons toujours en Guinée-Bissau pour terminer cette grande édition d'information de la radio Donko. Le président a accordé une interview à nos confrères de la télévision africable. Umaru Ambalou a fait de grandes révélations sur le deuxième coup de force perpétré contre le président Bandao sur ses relations avec les jeunes officiers au pouvoir du Mali. Écoutons-le. Quand le président Bandao a décidé de changer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, Goïta m'a appelé. Goïta était vice-président à l'époque. Il m'a dit, grand frère, dis à notre papa pour ne pas changer le ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur à l'époque. Je ne me souviens pas. Il faut le dire que ce ne sera pas bon. Nous, on a fait le coup d'État, on l'a appelé. Et le président de la République, aujourd'hui, j'ai dit d'accord, je vais l'appeler. Et j'appelle le président Bandao. Et tous, ils sont vivants. J'appelle Bandao, je lui dis, monsieur le président, vous savez, mes frères, nous sommes tes enfants. Ils m'ont chargé de te dire, ils m'ont demandé de te transmettre que c'est pas bon, ce sera pas bon. Pour leur union, j'ai enlevé le ministre de la Défense. Je pense que c'était Sadio Camara, je ne me rappelle pas. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Et là, je suis fâché. Quand il m'a dit ça, j'étais fâché. Il dit, mais non, tu n'as pas gagné. Je lui ai répondu comme ça. Il dit, non, mais toi, tu n'as pas gagné les élections. Tu te prends. Et ils ont fait leur coup d'État et tu vas y réfléchir. Je lui ai dit, non, moi, je te parle comme ça, en tant que quelqu'un qui a un côté malien aussi. Et j'étais là-bas pour vous soutenir. Tu n'as pas ce droit. Et ce n'était pas dans leur intérêt. Goïta, à l'époque, ce n'était pas dans l'intérêt de faire le coup d'État. Et j'ai rappelé Goïta. Je lui ai dit, tu sais, je l'ai parlé, il m'a répondu comme ça. Mais il m'a dit, non, il faut le rappeler encore. Il faut le convaincre parce que c'est pas bon. Je le rappelle, je vais y réfléchir. Je lui ai dit, bon, ça, je dis à Goïta, faites ce que vous voulez. Il n'arrive pas à le convaincre. Donc, quand ils ont fait le coup d'État, et je suis le seul encore à partir le serment de Goïta. Et ça me peine aujourd'hui que nos relations aient refroidi, parce que j'estime que je suis leur grand frère. Et tous. Diao est venu me voir ici, qui est président du Conseil national de transition. Et Goïta, on s'est parlé, et jusqu'à un jour où je lui ai donné un conseil. À l'époque, je lui ai dit, moi avec Macky, la dernière fois que nous sommes parlé au téléphone, c'était en conférence call, moi et Macky et lui, concernant Bouba Mega, le ministre des Affaires étrangères, le directeur de renseignement. Je lui ai dit, vous savez, il faut les relâcher. Il faut les laisser, il ne faut pas les mettre en prison, les vieux et tout ça. C'est pas lui, c'est la justice et tout ça. C'est depuis lors que moi, je suis mis à côté. Parce que ça me fait de la peine. Je les prenais comme mon jeune frère et tout. Je suis plus âgé. Ils sont des militaires. Je dis non. Aujourd'hui, il y a des gens qui les soutiennent. Mais je suis le premier à les soutenir. Je suis le premier à déplacer pour aller au Mali. Des fois, dans les moments critiques, tout le monde m'a critiqué. Bon, on ne peut pas forcer nos relations, mais ils restent quand même mes jeunes frères. Et je ne peux pas me mêler dans les affaires internes au Mali. Ce sont sur ces révélations du président Ambalo que prend fin cette grande édition du journal qui vous a été présentée par Salifou Sissé. La mise en onde a été assurée par Amadou Diara. Bonne suite de programme en compagnie de la Radio Donko, la voix du savoir.